Euh, voilà, donc je vais vous parler de quarks et de gluons. Donc, en fait, ce que je voudrais... donc, je vais vous parler de particules élémentaires. C'est une partie de l'activité qui se fait ici. Mais je voudrais déjà vous dire... Enfin, vous expliquer ce que c'est-à-dire quels sont les plus petits objets dont est fait le monde qui nous entoure, et surtout ce que je voudrais vous expliquer, c'est pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse, et puis comment on les observe, parce que c'est pas une observation qui est aussi simple que voilà, de regarder ce qui nous entoure avec les yeux. Donc pour ça, je vais revenir un petit peu en arrière. Je vais parler de beaucoup trop de physiciens dans cette salle. Alors, avant de parler de particules élémentaires, on va prendre un petit peu plus gros. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on regarde à petite échelle la matière, donc toute la matière qui nous entoure, que ce soit donc les gaz, les liquides, les solides. C'est un assemblage de briques élémentaires, donc ça vous le savez tous, vous en avez tous entendu parler. Je ne sais pas exactement ce que vous savez et ce que vous ne savez pas. Donc les atomes, qui sont souvent regroupés en molécules, hein, c'est-à-dire dans les gaz, dans les liquides par exemple, c'est des molécules. Dans les solides, c'est un peu plus compliqué, c'est des cristaux. Alors ça, au départ, c'est un modèle théorique. Hein, c'est un modèle théorique qui est déjà très ancien, qui a plus de 200 ans, qui date du début du 19e siècle. Parce qu'on se dit que ce serait bien si, hein, c'était une hypothèse théorique, on s'est dit que ce serait quand même plus facile, on comprendrait beaucoup de choses si c'était comme ça. On ne savait pas que c'était une réalité physique. Au départ, c'était juste une hypothèse de travail, et ça a été montré seulement plus d'un siècle plus tard, et cette fois-ci par des expériences de physique. Ça pourrait être le sujet, c'est un très beau chapitre de l'histoire des sciences. Et ça a été fait il y a un peu plus de 100 ans. Les expériences en particulier qui ont vraiment permis de déterminer précisément, en quelque sorte, la taille d'un atome, c'est-à-dire à quelle échelle ça se passait, c'est les expériences de Jean Perrin. Voilà, je cite ce nom parce que c'était déjà c'était un Français. Et puis son fils a été administrateur général du CEA. Dans les années 50. Enfin, c'est Francis Perrin. C'est un peu quelqu'un de la maison. Et il a eu le prix Nobel pour ses travaux en 1926. Alors maintenant, à l'époque, c'était des mesures qui étaient assez indirectes. C'était des expériences, mais on ne voyait pas les atomes. Maintenant, il y a eu beaucoup de progrès dans les techniques d'observation. Et en fait, on peut voir, c'est assez maintenant depuis une trentaine d'années, on peut voir, il y a des variétés de microscopes qui permettent de voir des atomes et des molécules. C'est un peu plus récent. J'ai pris un exemple parce que c'est une manip qui a été faite à Berkeley, où j'étais il y a 15 jours. C'est des manips qui ont été faites il y a quelques années, en 2013. Et donc en fait, ces images sont des images faites par une technique qu'on appelle la microscopie à force atomique, sur laquelle je ne connais pas grand-chose, hein, je dois vous avouer. J'ai des notions très très vagues là-dessus. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ce sont l'image que vous voyez ici. Donc ça c'est une image d'une molécule. C'est une molécule quelque chose qu'on trouve typiquement dans le pétrole. C'est ce qu'on appelle un hydrocarbure. C'est une molécule qui est faite de carbone et d'hydrogène. Avec une échelle donc, qui est la suivante. Hein, donc ça c'est l'échelle atomique. Donc 3 angstroms. Il faut penser, quand on pense à atome, il faut toujours penser 100 millions. C'est-à-dire que si vous grossissez un atome de 100 millions, ça devient quelque chose que vous pouvez, observer. Hein. Si un atome, alors donc, si on grossit ça de 100 millions, ça ferait 3 cm. Hein, donc l'échelle, c'est ça. Il faut penser que si un atome était aussi grand qu'une orange serait aussi grande que la Terre. Hein, c'est à peu près ça l'échelle du grandissement. Donc 100 millions, voilà, c'est l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête quand on pense atome. Donc ça c'est ce qu'on voit, et ça c'est ce qu'on apprend dans les livres de chimie. Donc ça moi quand j'étais en terminale, on avait des formules chimiques qui ressemblaient à ça. Ça c'est un dessin où il y a où chaque sommet ici c'est un atome de carbone, et puis il y a aussi des atomes d'hydrogène qui ne sont pas représentés. Et vous voyez qu'en fait on retrouve, c'est la configuration d'une molécule. Alors ici c'est une molécule qui a 26 atomes de carbone, c'est une assez grosse molécule. Et on voit qu'en fait, quand on la regarde au microscope, c'est exactement ce qu'on voit. Et ce qu'ont fait ces chercheurs, et ce qui était nouveau, voir des molécules, on savait déjà le faire depuis un bout de temps, c'est qu'en fait, ils ont observé un peu plus, ils ont observé une réaction chimique, c'est-à-dire qu'ils ont dit, voilà ce qui se passe, ils ont fait simplement chauffer. Alors, un échantillon, c'est pas cette molécule-là en particulier,
ils ont fait chauffer un échantillon, et quand on chauffe, les molécules, les atomes changent de configuration et ils se réorganisent de façon différente. Et donc, voilà ici, vous voyez ici deux exemples de configuration. C'est la même molécule, c'est-à-dire c'est le même nombre d'atomes, mais organisés de façon différente. Et voilà ce qu'ils ont observé dans différents cas. Donc c'est la première fois qu'on arrivait à voir, en quelque sorte, une réaction chimique directement par le microscope. D'accord ? Bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est la notion de voir. Je vous dis microscope à force atomique. Alors, il faut être conscient que lorsqu'on observe les choses en sciences, en physique en particulier, c'est pas une observation directe avec l'œil. Il y a une raison simple pour ça, qui est une raison physique. C'est que lorsqu'on fait... pour grossir, la première chose qu'on peut faire, c'est prendre une loupe. On prend une loupe ou un microscope de laboratoire. Là, on peut mettre son œil et regarder, on peut voir comme ça des cellules. Mais il y a une taille en dessous de laquelle on ne peut pas descendre. On ne peut pas observer avec un microscope, par exemple, des objets qui sont plus petits qu'une taille bien précise, qui est l'ordre du micron. Le micron, c'est le millième de millimètre. Et ça, c'est encore au moins 1000 fois plus grand qu'une molécule. Alors, on le voit, ça c'est une façon de le voir, on a un laser. Un laser, c'est une lumière qui est presque parfaite, c'est-à-dire qu'elle est parfaitement régulière, et on devrait pouvoir faire, enfin, c'est ce qu'on fait de mieux comme lumière, disons, de plus précis comme lumière. Là, ça a une couleur bien précise. Alors, si on prend un faisceau laser et qu'on le focalise par une lentille, vous savez que les lentilles, c'est ce qui permet de faire des images, hein, c'est ce qu'il y a dans les microscopes et les loupes. Donc, une lentille, ça vous donne une image qui est une image nette, c'est un point. Et bien, si on focalise un laser, on s'entendrait un peu dire un point, parce que c'est une lumière qui est presque parfaite, et même si la loupe est très bien, le laser est très bien, mais on n'a quand même pas un point, il y a toujours une tache, c'est toujours flou. Et voilà, et la taille de cette tache, hein, la largeur de cette tache, c'est, voilà, typiquement, j'ai un micron, une fraction de micron. Et ça, on le comprend, la physique l'explique par le fait que la lumière, c'est pas un point, mais c'est ce qu'on appelle une onde, c'est un peu l'équivalent d'une vague, c'est-à-dire que c'est toujours étalé. Il n'y a pas de lumière, la lumière, c'est jamais en un endroit précis, c'est toujours étalé sur une certaine taille. Donc si on prend ce qu'on appelle la lumière visible, ce sera étalé sur un micron, et donc c'est 1000 fois trop grand pour qu'on puisse voir un atome ou une molécule. Donc on peut voir, pour voir des atomes ou des molécules, c'est pas directement, pour voir l'infiniment petit, c'est pas directement avec des instruments d'optique, mais c'est forcément des mesures plus indirectes. D'accord ? Alors, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse ? On pourrait dire, il y a plusieurs raisons. Alors déjà, il y a des conséquences pratiques au fait qu'il y a des atomes. Alors j'y pense tout à fait incidemment, parce qu'en fait, quand je préparais c'est ce que j'allais vous raconter. Hier, j'ai une amie qui m'a invité à lui rendre visite à Lisbonne, qui m'a demandé de lui apporter des pilules d'homéopathie qu'elle ne trouve pas au Portugal. Alors donc, du coup, je me suis dit, bah, tiens, voilà, c'est une amie qui n'a pas de formation scientifique, justement. Je me suis dit, je vais peut-être lui faire, quand je vais venir, un petit cours de chimie pour lui expliquer ce que c'est que l'homéopathie. Parce que l'homéopathie, qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est qu'on dilue. Donc on a un principe actif, et on va le diluer, donc de telle sorte, on va le diluer à un point que, si vous diluez, je m'exprime mal, alors déjà on va commencer par un médicament. Qu'est-ce que c'est ? Un médicament que vous achetez chez le pharmacien, l'aspirine par exemple, c'est une molécule. Donc il y a un principe actif qui est une molécule. Dans l'homéopathie, on dilue à un point que les molécules qui étaient dans l'échantillon de départ ne sont plus du tout dans les pilules homéopathiques. C'est-à-dire qu'on a tellement dilué qu'en moyenne, dans une granule d'homéopathie, la probabilité d'avoir une molécule de ce que vous aviez au départ, c'est un peu la probabilité d'avoir un ticket gagnant au loto, à peu de choses près. Hein, d'accord ? Donc, du coup, c'est quelque chose... Si on comprend que ce qui agit au niveau chimique et biologique, ce sont les molécules, et qu'on comprend la taille d'une molécule, on comprend que l'homéopathie, le seul effet que peut avoir l'homéopathie, c'est un effet psychologique, c'est-à-dire qu'on y croit.
Voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo, et ça marche très bien. Le pharmacien m'a dit, j'étais un petit peu embarrassé quand je lui ai pris de l'homéopathie, je lui ai demandé, mais vous vendez ça? Et il m'a dit, ah mais vous savez, ça marche très bien. Voilà. Et en fait, donc, mais parce que effectivement, il y a d'autres effets que l'effet chimique, on va dire. Alors donc ça, c'est donc ça pour dire qu'il y a des, on peut tirer des conséquences pratiques dans la vie de tous les jours, si on raisonne un petit peu de réalité physique simple. Et pour le physicien, il y a quelque chose qui est peut-être plus important, c'est une simplification conceptuelle. C'est-à-dire quand on regarde l'univers qui nous entoure, c'est très compliqué. Il y a des arbres, il y a des animaux, il y a des chaises, il y a toutes les couleurs, il y a plein de choses. Et quand on regarde au niveau atomique, il y a une grande simplification conceptuelle, et je pense que ça, c'est plutôt ça qui nous guide ici, c'est que la variété de notre univers se résume à une centaine d'espèces d'atomes, à peu près une centaine, et c'est ce qui est représenté, c'est ce qu'on apprend aussi dans les cours de chimie, c'est ce qu'on appelle le tableau périodique des éléments. Donc là, en fait, ça se lit un peu comme un livre, c'est-à-dire de gauche à droite et de haut en bas. C'est le plus léger, c'est l'hydrogène. Après, il y a l'hélium. Et puis, ils sont numérotés 1, 2, 3, 4, etc. Et puis, les plus lourds sont en bas. Par exemple, le plomb, ici, c'est un des plus lourds. Il y en aura plus tard. Il y a aussi l'uranium qui doit être... il y a le tungstène ici. Enfin, donc ça, c'est l'uranium est là. Les plus lourds sont utilisés dans les centrales nucléaires. Donc ça, c'est une grande simplification. Mais pour le physicien, c'est encore très compliqué. On dit quand même, ça fait quand même beaucoup de monde. Voilà. Donc alors l'idée naturelle, c'est qu'on est allé, on a une simplification conceptuelle en descendant au niveau microscopique. Si on descend encore plus bas, est-ce que ça va pas être encore plus simple? Et ça, c'est un petit peu la quête de la physique théorique. Si on cherche à comprendre son esprit, c'est un petit peu ça. C'est l'idée que si on va au niveau plus élémentaire, ça va être plus facile à comprendre. Et donc ça, c'est ce qui m'amène à la suite, un petit peu plus microscopique, c'est l'intérieur de l'atome. Donc de quoi est fait l'intérieur de l'atome? Eh bien, c'est effectivement encore plus simple, parce que tous les atomes sont faits des 3 mêmes particules élémentaires. Alors un atome, c'est quoi? C'est d'abord un tout petit noyau qui est au milieu, où est concentré l'essentiel de la masse de l'atome. Ça a été ça c'est quelque chose qui a été vu par des expériences dont le principe est assez facile à comprendre il y a un peu plus de 100 ans, qui est lui-même 100 000 fois plus petit que l'atome, donc c'est encore quelque chose de minuscule, et autour, il y a des électrons. Voilà, et donc ça, c'est la même chose pour tous les atomes. Donc il y a 3 constituants, neutrons, protons, qui sont eux-mêmes regroupés dans le noyau, et des électrons autour. Et ça explique tous les atomes. Des questions là-dessus? Tout ça, est-ce que c'est des choses que vous connaissez tous et toutes? La différence entre les molécules, c'est l'agencement différent des 3... Alors, la différence entre les atomes, voilà. Ensuite les molécules, c'est des assemblages d'atomes. Par exemple, la molécule d'oxygène qui est dans l'air, c'est 2 atomes d'oxygène qui sont ensemble. D'accord? C'est une molécule. Alors par contre, effectivement, la différence entre les atomes, ça va être simplement le nombre de protons. Donc ici, ce que j'ai mis ici, le numéro atomique, 1. Ici, l'hydrogène a 1 proton, l'hélium a 2 protons, le lithium en a 3, etc. Et après, il y a une condition, alors après c'est un petit peu des détails techniques, mais de neutralité électrique. Le neutron a une charge positive, l'électron a une charge négative, et il faut que l'atome soit neutre. Les atomes sont neutres, donc du coup, ils en ont autant d'électrons que de protons. Donc il y a encore une petite simplification, c'est que les nombres d'électrons, de protons et de neutrons ne sont pas arbitraires, mais il y a toujours exactement autant de protons que d'électrons. Donc voilà, l'hydrogène c'est plus simple, il a 1 proton, 1 électron, et c'est tout. Alors, il y a aussi une autre variété d'hydrogène, qui est quand même un nom différent, qui s'appelle le deutérium, où il y a 1 proton, 1 neutron, et toujours 1 électron. Parce que le neutron, il est neutre, donc lui, il compte pas, il est lourd quand même. Donc c'est ce qu'on, par exemple, l'eau lourde, hein, c'est fabriqué avec, on remplace l'hydrogène par l'hydrogène lourd. C'est 2 fois plus lourd que l'hydrogène normal. Oui, c'est vrai. J'allais en reparler parce qu'en fait, c'est pas tout à fait dans le contexte de la lumière, mais ça c'est vrai de toutes les particules, c'est à la fois des ondes et des corpuscules. Effectivement,
La lumière, je vous ai dit c'est une onde, c'est vrai, et c'est un peu la vision qu'on en avait au 19e siècle. Et puis, on a compris que c'était pas si simple, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est une onde, mais qui a un côté un petit peu discontinu. C'est-à-dire qu'on peut compter combien il y a de particules dans cette onde. Voilà, donc ça c'est l'intérieur de l'atome. Oui, c'est vrai, c'était mon transparent d'après. C'est que la matière est une onde. Alors là, je pensais pas tellement à la lumière, je pensais aux électrons, parce que il y a une image de l'atome qu'on trouve dans beaucoup de livres, qui est une espèce d'image un peu système solaire de l'atome, où il y a un noyau au milieu qui ressemble au Soleil, puis il y a des planètes qui gravitent autour, qui sont les électrons. Ça, c'est une image qui est très commode, et qui marche pas si mal, mais qui est quand même fausse au niveau conceptuel, parce que les électrons, c'est pas des petits points qui tournent autour du noyau, mais c'est une tache, c'est ce qu'on appelle le nuage électronique, et c'est exactement comme la lumière, c'est une tache qui est floue. Et ça, c'est vrai de toutes les particules, et c'est une des grandes révolutions conceptuelles du XXe siècle, c'est-à-dire qui n'est pas facile à comprendre, qui pose des problèmes à tous les étudiants, enfin la plupart des étudiants, c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre, comment ça peut être à la fois une onde et une particule. Voilà, et donc ce qui se passe, c'est que plus une particule est légère, plus la tâche qu'elle fait est étendue, et c'est pour ça que le noyau qui est lourd, il est tout petit, mais par contre l'électron qui est léger, ça fait quelque chose qui est très étendu, et c'est ce qui donne sa taille à l'atome. La taille de l'atome, c'est simplement parce que l'électron, et c'est le flou de l'électron, si vous voulez, c'est le nuage de l'électron. C'est bon voilà. Et d'ailleurs, en fait, les images que j'ai montrées tout à l'heure, je vais juste revenir rapidement sur cette image de microscopie. En fait, ce qu'on voit dans ces microscopes, ce sont les nuages électroniques. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit ici, c'est l'intensité, si vous voulez, on pourrait voir l'intensité de la lumière, là, c'est l'intensité électronique. Donc en fait, les endroits où c'est blanc, c'est les endroits où il y a des électrons, et c'est ce qui est représenté dans les schémas, dans les formules chimiques des livres de classe. Les traits qui relient les atomes, on appelle ça des liaisons électroniques. Et les images de microscopie montrent qu'il y a une réalité physique, c'est-à-dire quelque chose qu'on voit effectivement, on fait une mesure, on voit que là où c'est blanc, c'est là où il y a le plus d'électrons, on voit que ça reproduit fidèlement cette image qui était pour moi un truc complètement abstrait. Je ne pensais pas du tout que c'était quelque chose de concret quand on me l'a appris il y a 30 ans. Alors en fait c'est aussi pour ça, alors c'est un petit peu un raccourci, mais qu'on pense, parce qu'il y a des gens, on peut se dire, si c'est l'atome il y a plus petit, il y a peut-être encore plus petit que l'électron. On ne pense pas qu'il y ait plus petit que l'électron. Pourquoi? Parce que si l'électron, c'est un petit peu un raccourci, mais si l'électron était lui-même fait de composants encore plus légers, s'il était encore plus léger, il serait encore plus étalé. Donc du coup il y a un petit problème. A priori, s'il y avait des choses encore plus légères, ça prendrait encore plus de place. Donc du coup, c'est pour ça qu'on pense, après on peut aussi le mesurer, on fait des mesures un peu plus précises pour le vérifier expérimentalement, mais on pense que l'électron, il n'y a rien de plus petit. Par contre, le noyau qui est lourd, il y a de la place dans le proton et le neutron, il y a de la place pour avoir quelque chose de plus petit. Alors, donc, le proton et le neutron, c'est compliqué. Alors, juste faire une petite parenthèse, c'est pas le sujet de mon exposé, parce que justement, ce que je vais parler de tout sauf des électrons. Je voulais parler de tout sauf des électrons, mais j'en parle beaucoup parce qu'ils sont quand même importants. Et en particulier, les électrons, c'est un grand succès de la physique théorique, parce que c'est très simple. Il y a une force, ce qui est la force électrostatique, c'est la même force que quand on frotte une règle qui attire des petits objets. C'est quelque chose qu'on voit à l'école. C'est un principe très simple, c'est que il y a des charges électriques, que des charges égales se repoussent et des charges opposées s'attirent. Alors l'électron a une charge négative, c'est une convention, on dit que le noyau a une charge positive, donc l'électron est attiré par le noyau. Il est attiré par le noyau comme la Terre autour du Soleil, donc il tourne autour. Et les électrons se repoussent entre eux, voilà, donc c'est quelque chose qu'on connaît très bien. Et en fait c'est tout. Et ça explique tout. Avec ça, on fait toute la chimie. Alors après, il faut un petit peu travailler. Mais le principe de base, c'est un principe unificateur
qui unifie à la fois, ça permet à la fois de comprendre comment sont faits les atomes, et ça permet aussi de comprendre comment est-ce que les atomes forment des molécules. Voilà, donc si on a, après c'est juste de la technique, alors de la technique qui est pas simple, mais je veux dire, mais il y a un principe de base qui est aussi simple que ça, c'est simplement que la répulsion et l'attraction électrostatique. Ouais, avec ça on fait toute la chimie. Mais alors, donc ça c'est super, mais maintenant si on s'intéresse à l'intérieur du noyau, c'est pas si simple. C'est-à-dire qu'on a essayé, on s'est dit, bah, ça doit être pareil, si on regarde dans le noyau, on va essayer de comprendre de quoi c'est fait. Il doit y avoir une règle simple qui fait qui disent comment les protons et les neutrons, comment est-ce qu'ils tournent les uns autour des autres, comment est-ce qu'ils se... Et en fait, on n'a pas trouvé, c'est un peu... C'est une histoire qui n'est pas terminée, ça continue, il y a encore des travaux qui sont faits, des progrès qui sont faits là-dessus, mais c'est pas une modélisation très élégante. C'est-à-dire qu'on voit qu'une chose, c'est que bah, c'est pas simple. Alors donc, le principe de la physique théorique, c'est de dire toujours, prendre le même principe qui nous a conduit aux atomes et aux électrons, dire bah, si on regarde de plus près, si on regarde à l'intérieur, peut-être que ce sera plus simple. Voilà. Voilà, et donc ça, alors je vais pas entrer dans les... C'est une longue histoire qui a conduit à cette conclusion qu'il y avait des constituants à l'intérieur du proton et du neutron. Voilà un petit peu, voilà, c'est une image d'artiste, là pour le coup c'est pas du tout une image de laboratoire, c'est plutôt une vue de l'esprit. La façon dont on imagine le proton et le neutron, ce sont des assemblages de petites particules qui sont ici représentées par des boules, ça c'est complètement arbitraire, qu'on appelle des quarks, qui sont liés entre eux par des petits ressorts, là, qui sont en fait d'autres particules, hein, qu'on appelle des gluons. Voilà, donc ça c'est l'image moderne qu'on a évidemment c'est une image d'artiste, mais c'est l'image moderne qu'on a de la structure du proton et du neutron. C'est juste pas les mêmes espèces, exactement les mêmes espèces de quarks qui sont dans le proton et dans le neutron, mais c'est quasiment pareil. J'ai l'impression que j'oubliais quelque chose. Voilà. Alors en fait, la raison pour laquelle on pourrait dire qu'est-ce qu'on gagne à faire cette hypothèse, ben, c'est qu'en fait, il n'y a pas seulement le proton et le neutron, c'est les seuls qu'on rencontre dans la vie de tous les jours, qui sont dans les atomes, il n'y en a que deux. Mais en fait, il y en a d'autres particules qui sont faites de quarks et de gluons, et il y en a plein, et on les connaît depuis 50 ans parce qu'on les a vus dans ce qu'on appelle les rayons cosmiques d'abord, et puis ensuite on les produit dans les accélérateurs de particules. Il y en a des centaines, il y en a un livre entier fait de ces particules faites de quarks et de gluons, et ici j'en ai représenté certaines, j'ai représenté en fait les plus légères. Il y a celui qui est marqué par N, c'est le proton et le neutron, ça fait un ensemble qu'on appelle le nucléon. Enfin, donc on les met toujours ensemble parce qu'ils sont quasiment pareils, ils se ressemblent beaucoup, ils ont la même masse. Ça, c'est donc ces particules composées de quarks et de gluons, celles-là sont connues depuis les années 50, celles-là depuis les années 60, c'est un peu plus récent, donc ça c'est très ancien. Elles sont classées de la plus légère à la plus lourde. Et en fait, la seule qui est stable dans tout ça, c'est vraiment complètement stable, c'est le proton. Le proton, l'atome d'hydrogène, voilà, on n'a pas réussi. On a essayé, il y a des grosses expériences pour voir si le proton se désintégrait, mais apparemment il reste au moins des milliards d'années, ça ne bouge pas. Le neutron, c'est pas le cas. Si vous prenez un neutron tout seul, il est radioactif, au bout d'un quart d'heure, il se désintègre. C'est à peu près la durée de vie du proton. Par contre, toutes ces autres particules sont très éphémères. C'est pour ça qu'on n'en entend pas parler, elles ne font pas partie de la vie de tous les jours. Mais pour le physicien des particules, elles sont très concrètes parce qu'on les voit. C'est-à-dire qu'elles sont éphémères, mais si elles vont très vite, on les voit quand même, elles font une trace dans les détecteurs. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ces particules-là, par exemple, qui sont un peu mon quotidien, enfin celle-là c'est un peu mon quotidien, c'est celle avec laquelle je travaille le plus, elle fait quelques mètres avant de se désintégrer. D'accord, donc on la voit. Alors en fait, elle dure quand même une toute petite fraction de seconde, hein. C'est moins d'un millionième de seconde, mais on les voit facilement, et puis c'est vrai en fait de la plupart de ces sélections-là, pas celle-là, mais enfin bon, il y en a pas mal, c'est vrai aussi de celle-là. Celle-là, c'est des particules qu'on voit assez facilement, on voit leurs traces dans les détecteurs. Et donc ça fait un certain nombre de particules, et toutes celles que j'ai représentées ici sont faites seulement de 3 espèces différentes de quarks, donc il y a encore une simplification du fait qu'on a regardé l'intérieur, qu'on a regardé de plus près. Voilà, c'est plus simple. Des questions? Je peux continuer?
Bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, alors en fait, oui. Ce diagramme, c'est pas juste une représentation schématique, c'est qu'on a fait mieux que ça, c'est-à-dire qu'on a une théorie des quarks et des gluons qui permet de calculer la masse des particules faites de quarks et de gluons à partir, connaissant les propriétés des quarks et des gluons. Et donc, alors, les traits ici, ça représente les valeurs expérimentales qu'on mesure de la masse de ces particules, et les points rouges, c'est les calculs de la théorie qu'on appelle la QCD, c'est la théorie des quarks et des gluons, qui explique comment ces particules, voilà, qui explique la composition de ces particules. Et donc, on arrive à comprendre non seulement les divers types de particules, mais aussi lesquelles sont les plus lourdes et pourquoi. Et ça, c'est un calcul qui est assez récent, c'est une collaboration où il y a... Alors, c'est quelque chose c'est un domaine de la physique qui est très numérique, c'est-à-dire qu'il faut des très gros ordinateurs pour faire ces calculs. On les a fait, il y a quelques personnes qui faisaient ça ici il y a très longtemps au labo, mais il y en a plus, il y en a quelques personnes à Orsay. Et là, c'est en particulier des gens de Marseille et d'autres pays qui ont fait ces calculs qui sont assez récents. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qu'on sait faire seulement depuis je crois que je ne me rappelle plus exactement, je crois que c'est 2010, mais je ne suis pas exactement sûr. Enfin, c'est en tout cas moins de 10 ans qu'on comprend de façon quantitative la masse des particules en termes des quarks. Bien. Alors, maintenant c'est quand même, il y a toujours la question de l'observation. C'est-à-dire que, bon, si c'est une particule plus petite, il doit y avoir une façon de l'observer. Là, c'est un petit peu plus compliqué, parce que les forces qui lient les quarks et les gluons à l'intérieur d'un proton ou d'un neutron, elles sont tellement intenses qu'on ne peut pas isoler un quark ou un gluon. Alors, c'est pour ça que c'est des particules qui sont un peu controversées, on va dire, c'est-à-dire qu'on a mis beaucoup de temps, une réalité qui a mis beaucoup de temps à s'imposer, parce qu'il y a des physiciens qui disent, bah, attendez, une particule, montrez-la moi, si je ne la vois pas, elle n'existe pas. Donc ça demande un petit peu, c'est des particules, pour accepter leur réalité, il faut progresser un peu dans ce qu'on entend par observation. Donc ça, c'est un peu, c'est un peu un choix de scientifique. Qu'est-ce qu'on appelle observer? Si c'est des particules qu'on ne peut pas isoler à cause de leurs propriétés, simplement parce que, alors c'est une propriété qu'on appelle le confinement, c'est-à-dire que si on, voilà, elles sont tellement collées les unes aux autres qu'on ne peut pas en extraire une, ben voilà, dans ce cas, il faut vivre avec. Il faut voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Oui. Mais quand elles se désintègrent, c'est-à-dire que les particules, là, elles ne durent pas longtemps, elles se désintègrent. Ça, c'est. Alors, en fait, alors, d'accord. Ça dépend lesquelles, mais en général, elles se désintègrent en des particules, d'autres particules qui. Alors, pas ça dépend, en fait, ça dépend lesquelles. Ça dépend. Ouais, alors par exemple, celui-là, qui est le plus léger, il se désintègre en des particules qui n'ont pas de quark et de gluon, qui sont par exemple un électron et puis une particule qui est plus légère qui s'appelle un antineutrino. Tu parles d'un quark gluon qui transporte. Ouais. Alors ça, voilà, exactement. Alors mais ça, c'est ce qui se fait, c'est très rare. C'est pour ça qu'en fait, c'est ce qu'on appelle l'interaction faible. Alors, je ne vais pas entrer dans, c'est pas du tout quelque chose que j'avais prévu de parler, mais c'est quelque chose c'est un processus qui est très rare, et c'est pour ça que ces particules durent assez longtemps pour qu'on puisse les observer, mais au bout d'un moment, cette particule-là, elle est faite, pour simplifier, d'un quark et d'un antiquark, et ce quark et cet antiquark vont interagir pour se transformer en deux autres particules, par exemple un électron. La plupart du temps, c'est une version plus lourde de l'électron, et puis une autre particule qui va en sens inverse. En reproduisant la matière avant le Big Bang, justement, il y a des expériences. Alors, avant le Big Bang, on ne sait pas. Il n'y a pas de... Il y a un moment où les quarks et les gluons, on pense qu'ils n'étaient pas liés. C'est ça? Alors, ça, c'est après le Big Bang. Il y a eu un moment, effectivement, où l'univers était fait de quarks et de gluons. Oui. C'était quoi la question? La question c'était, est-ce qu'on peut reproduire pour observer les quarks et les gluons séparément, on peut reproduire enfin, oui, super. C'est mon dernier transparent. C'est le tout dernier, quand j'arrive là, c'est terminé. D'autres questions?
Donc effectivement, c'est une autre façon de les observer. C'est voilà, je ne vais pas en parler maintenant parce que j'en parle tout à l'heure. Voilà, donc toutes ces particules, je ne sais pas si je répondais à ta question, toutes ces particules donc, sont faites de... Il n'y a jamais un seul quark, c'est toujours au moins... en fait, c'est très compliqué, c'est toujours voilà, quelque chose un peu comme ça, où il y a des quarks et des gluons. C'est jamais un tout seul. Ça se transforme en autre chose. Alors, c'est rare, mais ça arrive. Ça peut se transformer en autre chose. Mais c'est la seule façon qu'un quark se transforme en quelque chose qui n'est pas un quark, c'est ce qu'on appelle l'interaction faible. Et c'est un processus qui est très rare. C'est pour ça que le neutron, il se trouve que dans le neutron, il y a pour simplifier 3 quarks, c'est plus compliqué, parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui est comme ça. Et il y a un quark qui va se transformer en un quark un peu plus léger, et comme ça le neutron se transforme en proton, et il émet un électron. C'est plus encore autre chose. Donc, mais ça prend un quart d'heure. Un quart d'heure à l'échelle microscopique, où tout est très rapide, un quart d'heure c'est une échelle de temps qui est complètement énorme. Donc c'est quelque chose qui est très rare. Donc c'est pour ça que ça laisse le temps de faire des manies. On peut travailler avec des neutrons. Donc ça voilà. Donc effectivement, les particules peuvent se transformer en autre chose. Ça c'est les particules élémentaires. C'était pas voilà. Ça pourrait être le sujet d'un autre séminaire. Mais on peut en parler avec plaisir. Donc là, ce que je voulais me concentrer sur une question un petit peu plus... qui me paraissait intéressante, c'est comment, juste vous expliquer dans les grandes lignes, comment est-ce qu'on peut... Quelles sont les manières d'observer un objet qu'on ne peut pas isoler. Il y a plusieurs façons de s'y prendre. Je vais vous donner celle qu'on cite habituellement. Alors, il se trouve que ces quarks ont quand même une propriété qui est intéressante, qui prédit la théorie, c'est qu'ils interagissent très fortement, sauf s'ils vont très vite. S'ils vont très vite, alors la force qui s'exerce sur eux devient plus faible. C'est ce que prédit la théorie. Alors après, on peut voir comment ça se passe dans une expérience. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme expérience? C'est assez basique, c'est un principe de billard, c'est qu'on va prendre un proton, et on va essayer de taper très fort dedans, avec un projectile très rapide. Ce projectile, ça peut être différentes choses. En général, on prend les particules qu'on a autour de nous, donc des électrons ou des protons, pas des neutrons parce qu'on ne sait pas les accélérer, donc ça, c'est pas facile à projeter. Donc il y a l'un ou l'autre. Là, je vais vous parler plutôt on envoie un proton sur un autre proton. On peut aussi envoyer un électron sur un proton. Et si le projectile tape sur un quark très vite, c'est vraiment un peu le cas du joueur de billard, il va éjecter ce quark, et si le quark va très vite, la force qui le lie est plus faible. Donc il va pouvoir s'échapper. Mais alors, on sait qu'il ne peut pas s'échapper. Donc il y a une espèce de paradoxe, c'est qu'il s'échappe, puis au bout d'un moment il se dit non mais je ne peux pas partir. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait, c'est un peu comme s'il y avait une espèce d'élastique, il part au début, et puis c'est comme s'il y avait un élastique qui le reliait à l'endroit dont il est parti. Et en fait, l'énergie de son mouvement, au départ, il va partir avec une grande énergie cinétique, et cette énergie, elle va être utilisée pour créer d'autres particules qui sont elles-mêmes composées de quarks et de gluons. En fait, la plupart, elles sont dans le tableau que je vous ai montré là. Et en fait, s'il a suffisamment d'énergie, il va avoir... Alors, l'énergie peut créer de la masse, ça c'est encore la deuxième révolution conceptuelle du XXe siècle. Je vous ai parlé de la physique quantique et que la matière est une onde. Il y a une deuxième révolution, c'est que l'énergie, la masse est une forme d'énergie, donc ça veut dire qu'avec de l'énergie, on peut créer de la matière. Mais ça c'est quelque chose qu'on sait faire depuis très, très longtemps, enfin je veux dire depuis les années 30, c'est quelque chose qui a été observé en laboratoire. Et donc, si on a de l'énergie, on peut transformer ça en particules. Et en fait, donc, ce qu'on va observer finalement, c'est ce qu'on appelle un jet, c'est une gerbe de particules qui vont, si on a un quark qui part dans une direction, il va tirer plein de particules avec lui, et c'est ces particules qu'on va observer. C'est pas le quark directement, mais c'est les particules qui sont produites par le mouvement du quark. Donc c'est pas quelque chose qui est direct, mais voilà, c'est ce qu'on a de plus direct pour observer les quarks. Alors, je vais juste vous raconter
j'approche un peu de la fin de ce que je voulais vous raconter. Présenter cette machine sur laquelle je travaille en particulier, dont vous avez sans doute entendu parler, qui est le grand collisionneur du CERN. Donc c'est un accélérateur qui est sous terre, hein, qui est à 100 mètres sous terre à peu près, qui est entre la France et la Suisse, qui fait 27 km de long. Donc ça c'est ce grand rond ici. Et dans cet accélérateur qui est sous terre, j'avais une image, j'ai oublié de la mettre, enfin bon, c'est pas grave. Il y a deux faisceaux de protons, parce qu'on veut faire des collisions, donc il y a un faisceau de protons qui vont dans un sens, un autre faisceau de protons qui vont dans l'autre, hein, je dirais, et qui se rencontrent. Donc ça c'est une image, c'est pas tout à fait à l'échelle, c'est-à-dire qu'en fait le tuyau qui est sous terre, sa taille c'est plutôt de l'ordre du mètre, hein, puis là où il y a les protons c'est encore plus petit. Donc il y a un tunnel où on peut mettre une petite voiture, hein, qui fait quelques mètres de diamètre, qui est encore une fois 100 mètres sous terre. Et là, donc c'est une représentation de ce qui se passe. Donc il y a deux, ça c'est les protons qui vont dans un sens, ça c'est les protons qui vont dans l'autre. Et puis il y a à plusieurs endroits des points d'intersection où ils peuvent se rencontrer. Et c'est là où se produisent les collisions qu'on va étudier, les collisions entre protons. Et donc il y a 4 points où il y a des expériences de physique qui ont des noms différents. Et à chaque expérience correspond à ce qu'on appelle une expérience. En fait, c'est plutôt un ensemble d'expériences. C'est des énormes machines, des détecteurs qui sont de la taille d'un gros immeuble, où on regarde ce qui sort. Et donc, qu'est-ce qu'on regarde en pratique? C'est une collision proton-proton. Alors, les énergies sont énormes, hein. Alors, j'aurais peut-être pu rentrer un petit peu dans les détails. C'est un peu des détails techniques, mais pour accélérer ces particules, on a d'abord un plus petit accélérateur, et puis une fois qu'elles vont assez vite, on les injecte dans le plus grand accélérateur. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un complexe d'accélérateurs, c'est pas un seul accélérateur. Et la raison pour laquelle c'est rond, c'est qu'en fait, il faut qu'elles fassent. On n'arrive pas à leur donner toute leur énergie en un seul tour, il faut qu'elles fassent plusieurs tours. Donc c'est pour ça que ça tourne. Voilà, on fait quelques tours. Et pour ça, c'est avec des champs magnétiques, on arrive à courber leur trajectoire pour qu'ils fassent des ronds et qu'ils n'aillent pas tout droit. Ça, c'est un peu des détails techniques auxquels d'ailleurs je ne connais pas grand-chose. Mais ce qui se passe, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur, l'énergie est tellement grande dans cet accélérateur que c'est pas du tout rare qu'une collision entre deux protons crée une centaine de particules. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a tellement d'énergie qu'on peut créer, pas seulement une particule, mais 100 d'un coup. Ça, c'est une seule collision entre deux protons au CERN. Vous avez des questions? Ouais. Quel intérêt d'avoir un accélérateur qui soit aussi long? Alors, en fait, voilà. La raison, c'est que on s'est fait. On veut qu'ils fassent des tours parce qu'on ne peut pas les accélérer en une seule fois. Donc on est obligé de faire un truc rond. Et pour qu'ils aillent en rond, faut qu'on courbe leur trajectoire avec un champ magnétique, donc c'est des aimants, et on ne sait pas faire des aimants. Alors, s'ils vont très vite, s'ils vont très vite, le champ magnétique ne courbe pas tellement leur trajectoire. Donc plus ils vont vite, plus le rond va être grand. Parce qu'on sait faire, je m'exprime mal, ça va, c'est une catastrophe. Les aimants les plus forts qu'on sait faire, c'est ceux qui sont installés dans le tunnel du CERN. Donc c'est les plus gros aimants qu'on sait faire. Et comme on veut que ça aille très vite, du coup ça fait quand même un grand rond. Voilà, c'est tout. Donc si on voulait que ça aille encore plus vite, il faudrait faire soit des aimants plus puissants, soit un rond encore plus grand. Voilà. Donc voilà. Et donc là, il y a une espèce de compromis. Enfin non, là il n'y a pas tellement de compromis technologique parce qu'au départ il a été fait pour autre chose ce tunnel, mais pour un autre accélérateur, un accélérateur d'électrons. Mais voilà, donc c'est la taille de l'accélérateur et les aimants qu'on sait fabriquer qui vont déterminer l'énergie maximale qu'on peut apporter. Et si on veut faire... et alors c'est proportionnel, l'énergie est proportionnelle au rayon. Hein, donc si on veut multiplier l'énergie par 3, il faut multiplier le rayon par 3. Donc, on voit vite que c'est un peu le problème de la physique des particules actuelles, c'est que
on se dit que c'est un peu, on approche de la fin de l'histoire. C'est-à-dire que on a eu un séminaire de Michelangelo Mangano là, il n'y a pas très longtemps, qui disait que bon, on pensait faire un truc de 3 fois, je crois que c'est 3 fois plus grand, j'ai un peu oublié, 30 km de diamètre, mais que l'échelle de temps c'est 40 ans pour la construction. Donc voilà. Donc ça prend un petit peu de temps. Ça a pris quand même quelques années à construire. L'ordre de grandeur, c'est la dizaine d'années pour que ce soit opérationnel. D'autres questions? Alors, j'ai pas pris de photos des détecteurs. C'est pas des choses que c'est des choses ces détecteurs ont été en partie construits à l'IRFU à côté. Mais là, c'est plutôt une image de ce qu'on voit dans le détecteur, qui est reconstruit par ordinateur. Ça, c'est un des grands détecteurs qui s'appelle Atlas. Donc, ces détecteurs, c'est des grands cylindres. Il y a les protons qui entrent de chaque côté, un faisceau de protons qui entre par là, un faisceau de protons qui entre par là, et ils se rencontrent au milieu. Et alors, donc ça fait vraiment un cylindre. Donc ça, c'est le cylindre vu dans l'axe du faisceau est perpendiculaire au plan. Donc c'est plusieurs vues de la même chose. Et puis tout autour, il y a des détecteurs, par exemple ici, qui vont mesurer, pas forcément, il y a plusieurs types de détecteurs, c'est un petit peu toute une zoologie, mais qui vont mesurer par exemple l'énergie de ce qui les traverse. Ça, c'est ce qu'on appelle les calorimètres. C'est un peu le principe de calorimétrie, c'est-à-dire qu'on mesure la chaleur, la chaleur c'est l'énergie dégagée par les particules. Il y a des détecteurs plus ou moins, alors on attache plus d'importance à différentes choses suivant les expériences. Il y en a qui cherchent à voir la trajectoire des particules, et puis il y en a qui cherchent juste à voir leur énergie. On peut voir plusieurs choses, il y a plusieurs façons de choses à détecter. Là, cette expérience en particulier, elle est célèbre, on va dire, pour son calorimètre, c'est-à-dire pour le fait qu'elle mesure l'énergie des particules. Donc ça, c'est la reconstruction des traces des particules, et puis ensuite elles arrivent ici, puis elles déposent leur énergie. Et là, c'est une image de ce que je vous ai montré, de ce que je vous ai raconté tout à l'heure, où il y a un quark de chaque proton qui va entrer en collision. Ça fait un peu comme une collision au billard. Ils vont partir, et ils vont être déviés, et ils vont entraîner à leur suite des gerbes de particules. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un événement à deux jets, c'est-à-dire qu'il y a eu une collision élastique entre une collision élastique, enfin, ce qu'on appelle une collision élastique, une collision entre deux quarks qui sont partis en sens inverse et qui ont créé deux particules, qui ont créé un ensemble de particules. Alors ça, c'est des choses qu'on fait ici en théorie. Il y a David Kosover qui est dans la salle. C'est un des experts justement de calculer la probabilité de ces processus. C'est-à-dire que c'est des calculs qu'on sait calculer précisément parce que quand les quarks vont très vite, ils interagissent pas trop fort, donc du coup c'est plus facile à calculer, donc on peut faire des calculs de précision. Hein, c'est la spécialité une des spécialités de David, de faire les calculs les plus précis qu'on sait faire de ces processus. Alors il y a plusieurs, ça c'est une représentation donc de face. Donc quand on regarde de profil, les deux quarks sont émis dos à dos. Et en fait on voit qu'il y a une accumulation. Donc il y a des particules qui vont dans tous les sens, mais il y a des endroits où il y en a plus. Voilà, et donc c'est comme ça. Donc c'est comme ça quand on dit qu'on voit les quarks, c'est jamais mieux que ça. C'est-à-dire qu'on voit plein de particules dans une direction, et on dit voilà, ça c'était sans doute un quark. Et c'est quelque chose qui est probabiliste, mais bon, on arrive quand même à faire de la science. Hein. Et ça c'est une troisième représentation. Donc vous voyez qu'il y a le détecteur, c'est un cylindre, et là on déroule le cylindre. Hein, c'est juste une représentation où on déroule le cylindre, et donc le cylindre est pixelisé. Il y a plusieurs pixels de détecteur, et dans chaque pixel on compte l'énergie qu'il y a. Et là on voit qu'en fait il y a vraiment quelques pixels où il y a beaucoup d'énergie. C'est ce qui correspond à la gerbe de particules. Et chaque pic ici correspond à un jet. À un quark. Alors juste, je fais un petit peu de pub pour l'IPHT, c'est qu'en fait la méthode qui permet de reconnaître un quark à partir des particules détectées, parce qu'en fait on ne voit pas le quark directement, on voit juste des particules chargées, et après c'est une question quantitative, on pourrait dire bah oui il y en a plein, mais après il faut faire ça de façon un petit peu précise.
Et donc pour ça, il faut des algorithmes précis. Et donc l'algorithme qui permet de reconnaître un quark ou un gluon, ça peut être aussi un gluon, à partir des particules détectées, il a été mis au point par Grégory et Soyer, deux physiciens de Jussieu, Gavin Salam et Matteo Cacciari. Et voilà, et ça, c'est une représentation, c'est un peu là. Ça, c'est une représentation, j'ai pris ça de leur article, de cette chose-là. C'est la même chose, c'est l'énergie, c'est typiquement ce qu'on mesure, c'est l'énergie dans différents pixels du détecteur. Et puis ça, c'est voilà, c'est un peu qu'est-ce qu'on en déduit au niveau microscopique, hein. Est-ce qu'on associe chaque pic à un quark. Voilà. Donc ça, c'est une représentation de ce qu'il faut. Voilà, je vais arriver à mon dernier point, qui est la dernière façon de voir les quarks, juste pour faire écho à ce que disait Emmanuel. Alors, c'est parce que c'est sur quoi je travaille plus précisément. J'ai trouvé que c'était peut-être moins intéressant, enfin, d'une portée moins générale pour que j'en parle plus longtemps que ça, donc je vais juste le mentionner. C'est que le collisionneur que je vous ai montré, le grand collisionneur de hadrons du CERN, il accélère pas seulement des protons, il peut accélérer aussi des noyaux d'atomes de plomb. Donc, alors ça, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué qu'un proton, c'est des noyaux. Donc alors on prend un atome de plomb, c'est un atome lourd, on lui retire tous ses électrons, on l'épluche complètement, donc il ne reste plus que le noyau, et on accélère le noyau, et ce noyau, il est composé de 82 protons et 126 neutrons très précisément, et on en met 2 faisceaux en sens inverse. Donc on fait la même chose qu'on a fait avec des protons, mais avec des atomes de plomb, et ils font ça 3 semaines par an. Voilà, donc ça c'est le temps qu'on consacre à cette physique, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu secondaire, hein, c'est un programme un peu secondaire du LHC. Et ça, c'est une image de ce que ça représente. Ça, c'est un noyau. Alors pourquoi est-ce qu'un noyau, en fait, c'est rond? Un noyau de plomb, c'est parfaitement sphérique. Mais quand on accélère un objet sphérique, quand on accélère une boule, c'est un effet qui à une vitesse qui est proche de la vitesse de la lumière, sa forme change. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, donc, du coup, il y a ce qu'on appelle un aplatissement. C'est ce qu'on appelle la contraction de Lorentz. Et c'est un aplatissement qui est très important à l'énergie du CERN. Là, c'est un aplatissement qui est d'un facteur à peu près 3000, enfin maintenant c'est plutôt 5000 même. Donc ça veut dire qu'en fait vous avez une crêpe qui est 5000 fois, là c'est pas du tout à l'échelle, qui est 5000 fois plus fine qu'elle n'est large. Donc il y a 2 crêpes comme ça, qui sont faites de 82 neutrons, 126 neutrons de chaque côté, qui sont eux-mêmes composés de quarks et de gluons, et tout ça va très vite. Donc, quand ils rentrent l'un dans l'autre, il y a du monde. Hein, donc, en fait, à la fin, ces collisions, j'avais dit qu'une collision entre 2 protons, ça produisait facilement 100 particules. Là, ça va être facilement 30 000. Hein, c'est-à-dire que si une collision comme ça, en moyenne, hein, ça va produire 30 000 particules. Voilà. Et donc, bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce qui se passe dans ces collisions, au moment où ça, c'est juste une simulation numérique, peu importe les détails, c'est juste une représentation schématique qui est pour voir ce qui se passe. C'est que donc, les noyaux, à un moment, se rencontrent, ça c'est le moment de la collision. Ensuite, ils se traversent et il y a des quarks et des gluons qui interagissent. Les quarks et les gluons de chacun des noyaux se rencontrent et font des collisions. Et donc ça fait beaucoup de particules, des dizaines de milliers de quarks et de gluons, qui sont des particules qui interagissent très très fortement. Et donc en fait ça fait une espèce de soupe chaude, hein, donc c'est ce dont parlait Emmanuel, qui en fait qui est une autre façon, si vous voulez, d'étudier les quarks et les gluons, sur lesquels je ne vais pas rentrer dans les détails. Juste vous montrer ce qu'on voit dans une expérience. Ça, c'est l'expérience Alice, c'est une expérience qui a été faite plus précisément dans les 4 expériences que je vous ai montrées, les 4 détecteurs que je vous ai montrés. Celui-là a été construit plus spécifiquement pour étudier ces collisions entre noyaux de plomb. Donc ça, c'est des données, les dernières données de collision entre noyaux de plomb ont été prises en novembre 2015, c'est toujours en novembre pour nous. 2016, c'était autre chose. Et donc, ça, c'est les trajectoires des particules chargées. Donc, en fait, ils n'en voient pas 30 000. Donc là, si on compte les traces, il n'y en a pas 30 000, il y en a moins, parce qu'en fait, on ne voit pas toutes les particules. C'est un détecteur qui ne voit pas, il y a pas mal de particules qui partent vers l'avant, qui ne sont pas
observés. Donc ça, c'est le point de la collision, et après, ça part dans tous les sens. Voilà. Et donc, la raison pour laquelle on s'intéresse à ces collisions, c'est que c'est une autre façon de voir les quarks et les gluons. Et en particulier, ce qu'on crée ici, c'est un système qui est microscopique, mais où il y a quand même beaucoup de particules. C'est pas juste une ou deux particules, c'est un grand nombre de particules. Et on en a une compréhension, pas tellement, la compréhension qui est intéressante, c'est pas tellement en disant on va compter les particules. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre ça de façon un peu plus globale, et de comprendre ça comme un objet macroscopique, qui est un gaz qui est très très chaud, et qui est en fait l'objet le plus chaud qu'on a jamais créé en laboratoire, qui a une température qui est, en unité usuelle, d'environ 3000 milliards de degrés. Et donc c'est une autre façon d'observer les quarks et les gluons, qui est un peu plus, qui est plus indirect, hein, qui est qui n'est pas sur le même plan, je dirais, que l'observation directe, où on voit un quark qui part. Voilà. C'est tout. Ah, c'est une très bonne question. Alors, effectivement, c'est estimé, mais enfin, il y a une façon quand même de le mesurer, qui est en tout cas sur le papier assez direct. C'est-à-dire, par exemple, comment est-ce qu'on mesure la température du Soleil? C'est simplement la couleur du Soleil nous donne une information sur la température de sa surface. Donc en fait, la lumière qu'émet un système chaud donne une information sur sa température. De la même façon, là-dedans, on détecte plein de particules, en particulier des photons, qui sont des particules de lumière. Alors, il y a un problème, c'est que tous ces photons ne sont pas ce qu'on appelle des photons thermiques, mais il y a beaucoup de photons qui viennent de la désintégration d'autres particules. Donc ça, c'est un bruit de fond, et c'est en fait 90% des photons. Mais si on soustrait ce bruit de fond, alors moi, c'est des mesures sur lesquelles qui ne me convainquent pas tout à fait, on va dire, mais en tout cas, il y a quand même des articles qui sont publiés, donc il y a quand même un travail sérieux qui a été fait, et ça, c'est ce qui vient de la mesure de ce qu'on appelle le spectre de ces photons, c'est-à-dire de l'énergie de ces photons. On en arrive à remonter à la température du système. Donc c'est quand même une mesure. Ça a été mesuré par les photons, ce qu'on appelle les photons thermiques, émis lors de cette collision. Quand on a un plasma de quarks et gluons, on a des quarks et des gluons, Oui. là, ils ne sont pas assemblés vraiment. En fait, non. En fait, donc ce qui se passe, c'est que... Comment vous réussissez à les isoler un peu? Alors en fait, quand on... c'est aussi une prédiction de la théorie, c'est que dans des protons et des neutrons, les quarks et les gluons, en gros, sont quand même passent pas de l'un à l'autre, quoi. Ils sont ce qu'on appelle confinés à l'intérieur des particules. Lorsqu'on envoie plein de monde comme ça, alors simplement, ça c'est le fait que, à cause de cette contraction, le fait qu'il y ait cet aplatissement, ça fait qu'il y a beaucoup moins de place. Donc du coup, on va avoir plein de quarks et plein de gluons dans un volume qui va être tout petit, c'est-à-dire qui est ce volume-là. Et là, dans ce cas-là, la prédiction de la théorie, c'est que ils sont justement, ils sont plus confinés à l'intérieur des protons et des neutrons, mais que ça fait une espèce de grand sac avec plein de quarks et plein de gluons. Ça, on n'a pas moyen de l'observer pour avoir les propriétés directes? Si, enfin, je veux dire, c'est un peu mon travail. J'ai pas tellement vu de façon de rendre ça. Enfin, je veux dire, voilà, au début, je pensais vous parler de ça en fait. Puis après, je me suis dit. Donc c'est pas très direct, hein. Mais il y a des. Non, on peut pas l'observer directement parce qu'à la fin, ce qu'on va observer, c'est toujours les mêmes particules. Donc c'est pas des observations qui sont directes. Ce qu'on peut observer, c'est le fait que dans ce système, il y a des interactions très fortes qui sont celles qu'on attend des quarks et des gluons. Voilà, donc en fait, ce système, c'est un système qui se comporte un peu comme un liquide, c'est-à-dire qui est très très fortement, où les quarks et les gluons sont... c'est pour ça aussi qu'on parle de température, parce qu'ils sont très collés les uns aux autres. Et donc on a on voit en fait l'observation qu'on a, sur quoi je travaille, c'est qu'on voit, dans les données, on voit des vagues. Donc c'est exactement des... Donc c'est un peu comme un... Ça ressemble, pour ça que je dis que ça ressemble à un liquide, c'est qu'on a il y a des mesures où on voit vraiment l'équivalent de structures qui sont un peu des vagues, quoi. C'est bon. C'était un peu compliqué à expliquer, donc pour nous c'est ça.
Oui, chaque particule a une antiparticule, sauf certaines sont leur propre antiparticule. La lumière, le photon est sa propre antiparticule. Voilà. Voilà. Effectivement, donc quand j'ai le gluon est sa propre antiparticule. Le quark, et là j'ai vu juste que c'était pas le sujet de mon exposé, mais le quark est effectivement un antiquark, qui ressemble beaucoup au quark, sauf que sa charge est opposée. Enfin, donc c'est un peu... voilà. Alors on va remercier de nouveau Jean-Luc. Merci à vous.